Bonjour Tristan, merci d'être là. Bonjour Erika, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc Tristan va nous parler de voyage, d'écriture, d'un peu comment tout se mélange, de ce que ça transforme, de ce que ça questionne, et aussi de ce que ça dit de nous. On va parler de visibilité, de cheminement perso, de ce qui peut parfois être difficile entre se montrer et être fidèle à soi. T'as pas mal bougé ces dernières années. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'as cherché ou trouvé dans tes voyages? Dans mes voyages, bon, j'ai surtout un gros voyage, hein. Moi, je suis tombé amoureux du Costa Rica, donc j'ai été plusieurs fois là-bas, et ce que je cherchais dans le voyage, c'est la liberté avant tout. C'est de se retrouver dans la nature, se retrouver du coup face à soi, pouvoir ouais, se sentir libre, se sentir sans contrainte, et d'aller là où le vent nous porte, d'aller là où les rêves nous portent, de faire ce qu'on a vraiment envie. Et je trouve qu'en étant dans la nature, on ressent beaucoup plus ça que Mm. en étant enfermé dans la ville, dans son appartement, où on a tendance à se laisser emporter par le quotidien. Et finalement, quand on se retrouve face à des choses immenses, naturelles, où personne n'a jamais mis un pied, ouais, on se remet un peu à sa place, on se rend compte qu'on est assez petit à l'échelle de l'univers, et ça permet de se bouger différemment. T'avais ce besoin de te retrouver face à toi ou c'est venu avec? Je suis quelqu'un d'assez hypersensible, d'assez dans ma tête, dans mon esprit, beaucoup réfléchir. Et c'est souvent quelque chose qui revient de devoir me retrouver un peu face à moi, parce que je me laisse de moins en moins, parce que j'y travaille, mais je me laisse assez vite déborder par le quotidien, comme je le dis, Mm. et parfois les angoisses, parfois le stress, parfois les choses qui n'arrivent pas comme on voudrait qu'elles arrivent. Et du coup, c'est important de pouvoir se recentrer souvent. Et voilà. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup de méditation, que j'écris, parce que c'est quand même une manière de se retrouver face à soi. Ouais. Euh, voilà. Et changer de pays, de rythme, de cadre, justement, ça a transformé ta manière de travailler, d'écrire, de penser aussi, peut-être? Ma manière d'écrire, je crois pas. Ça fait longtemps que j'écris. Au fur et à mesure du temps, j'ai compris un peu ce qui marchait pour moi, comment gérer l'inspiration, comment gérer le manque d'inspiration, les périodes où j'écrivais, les périodes où j'écrivais pas. Donc je crois pas, mais ça m'a. Je sais pas si c'est le voyage ou le Costa Rica en particulier, parce qu'il y a quand même une vibe assez spéciale là-bas. Mais ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise et à accepter que les choses se passent pas comme prévu. Au Costa Rica, ils sont assez spécialistes de pas prévoir, ou de prévoir et de changer les plans au dernier moment. Mm. Et en tant que Français, c'est un peu déstabilisant. Mais bon, moi finalement j'adore ça, et ça permet de voir la vie autrement et de profiter beaucoup plus du moment présent. Tu nous raconterais des anecdotes ou ce qui t'a vraiment plu un peu, ouais, vends-nous le Costa Rica, là. Waouh, c'est Vends-nous un voyage. le Costa Rica. Déjà, j'ai la chance donc de découvrir le Costa Rica grâce à ma compagne qui est de là-bas. Donc, je le visite avec elle, avec ses amis, avec sa famille, que d'un point de vue local. Et ça, c'est Mhm. une grande richesse, parce que je me retrouve dans des plages où soit il y a deux, trois familles costariciennes, soit il y a personne. Et Mhm. on a la plage pour tous les deux pendant une après-midi complète. On a le coucher de soleil, on a les singes dans les arbres, la mer qui est turquoise, qui est chaude. C'est, c'est incroyable, c'est des moments super. Et à côté de ça, partout, il y a beaucoup d'animaux, et on peut voir de tout. Des singes, des crocodiles, des perroquets, des ratons laveurs. C'est vraiment, c'est un pays absolument fou. Il y a des montagnes, des volcans, beaucoup de rivières. Et les gens sont fiers de leur pays, ont conscience que c'est un très très beau pays. Et ils ont cette facilité à vraiment profiter de tout. Par exemple, je sais pas, l'idée d'aller quelque part à 2 heures de route, si sur le chemin il y a une jolie rivière, Mhm. eh ben on s'arrête, on se Ils baigne, prennent le temps, ouais, ils vraiment. prennent le temps et on repart. Et sur le chemin il y a quelqu'un qui vend, je sais pas, des fraises, on achète des fraises parce que quelqu'un a faim. Enfin Mhm. c'est tranquille, c'est ce qui vient sur le moment. Et à chaque fois, on y reste plusieurs mois, parce que on peut pas y retourner autant qu'on voudrait, donc on y va quelques mois à chaque fois. Donc c'est vraiment un dépaysement, c'est l'aventure. Se prendre des chemins de montagne, des chemins en terre dans un 4x4, s'arrêter pour voir ouais, un bout de volcan, un coucher de soleil sur une montagne. Enfin, c'est fou. Ah ouais, ouais, ça, ça donne envie, j'avoue. Et puis ils sont reconnus pour leur conscience environnementale. Mhm.
Et ils ont fait beaucoup de choses pour le tourisme vert. Et ils ont fait, enfin là actuellement, il y a quasiment, je crois, 80% du territoire qui est protégé, où on peut pas aller faire de nouvelles constructions. Il y a beaucoup de forêts, alors qu'il y a encore 50 ans, il y en avait pas autant. Et en fait, ils avaient beaucoup déboisé pour, comme plein d'autres pays, pour les industries et tout ça. Et finalement, ils ont vraiment eu une prise de conscience et ils se sont mis à replanter beaucoup d'arbres. Et là, il y a de grandes forêts partout, de grandes jungles. Et donc ça, c'est des jungles secondaires. Et il y a encore pas mal de jungles primaires, du coup, où là, c'est la forêt depuis la nuit des temps, quoi. Trop bien. Ça, c'est puissant comme endroit. Ah, j'imagine, ouais. Après, il y a beaucoup de personnes pour qui bouger, ça fait un peu perdre les repères, ça fait remonter des peurs ou même des illusions qui sont peut-être déçues ou déchues. Bref, c'est pas l'idée. Ça fait tomber des illusions. Et est-ce que toi, t'as vécu ça, ce manque de repères, des peurs ou des choses comme ça, ou après le fait d'être accompagné peut-être a été rassurant? Alors, moi, en partant au Costa Rica, ma compagne me disait, ouais, il y a des choses, il y a des endroits où il faut faire attention. Il y a de l'insécurité, notamment dans la capitale. Et elle Ouais, me racontait aussi ça de son point de vue de jeune femme qui a vécu là-bas ouais. dans son adolescence, dans le début de sa vie adulte. Donc, ouais, j'avais une petite appréhension. Et finalement, ça a été plutôt l'inverse. Mais je veux pas non plus enlever tout ce qu'elle a dit parce que elle a sincèrement raison. Il y a des endroits où Bah oui, bah, c'est ce même qu'on dans les guides, entend. on nous conseille de pas forcément sortir la nuit, de pas forcément sortir seul et tout ça. Ça reste beaucoup quand même sur la capitale, voilà, sur les endroits. Après, dans la campagne, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Moi, j'ai déjà passé quelques jours tout seul à des endroits là. Mais bon, voilà, je remets aussi le truc en tant qu'homme. Oui. Enfin, c'est pareil. Je vais dire, moi, à Paris, je marche dans la rue la nuit, je me sens pas en Oui, insécurité. mais c'est ça, les insécurités, de toute façon, où qu'on soit, quand on est une femme en tout cas, c'est forcément plus compliqué. Mais donc, moi, personnellement, j'ai pas trop ressenti de peur ou de danger. Et en désillusion, non, pas vraiment de désillusion, juste à la base beaucoup de kiff. Plus j'y retourne, plus je vois un peu ce qui va pas entre guillemets, mais ça c'est des choses, ça me concerne pas tellement. C'est plus ce que je vois dans les infrastructures, la population. Enfin, mon beau-frère par exemple me parle souvent de la corruption qui est encore là-bas et que ça dessert vraiment les populations. Et c'est vrai, on voit bien que il y a de l'argent parce que le Costa Rica c'est un pays qui est quand même cher, Mhm. mais l'argent est assez mal redistribué et il y a beaucoup enfin on voit des arrêts de bus sur l'autoroute, il n'y a pas d'arrêt de bus, enfin les gens attendent sur l'autoroute avec les voitures qui passent à côté hyper vite, Ouais. et le bus, la marche elle fait 1 mètre de haut, et la petite dame quand elle doit descendre, comment elle fait? Enfin il n'y a pas de, c'est des trucs pour nous qui nous semblent enfin Bah, évidents. déjà, en France, c'est pas forcément super adapté partout. Ouais. Alors là, c'est encore pire, quoi. Et voilà, moi c'est ça que je vois de plus en plus parce que du coup, bah, à force de vivre avec les gens là-bas, je me rends bien compte des difficultés qu'il y a de ce côté-là, mais après en désillusion pour moi, non, ça reste un peu le côté aventure, le côté ah ouais, jungle, j'adore la jungle. Et qu'est-ce que tu proposes, toi? Tu proposes des voyages, c'est ça? Alors nous en fait, du coup moi je me suis associé avec mon beau-frère et un très bon ami à moi de là-bas, donc deux Costariciens, et on guide sur place les gens. L'idée, c'est les gens prennent leur billet d'avion et nous, on s'occupe de tout le reste. On leur trouve les hébergements, on leur trouve les activités. Et sur place, on les guide, on les emmène, on leur traduit s'il faut leur traduire, et on leur prévoit un programme en s'adaptant au type de personne. Si c'est une famille, si c'est un couple, si c'est des amis, enfin voilà, on va adapter les activités, on va adapter les hébergements. Et l'idée, c'est de savoir ce que les gens ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de découvrir, et de leur faire voir tout ça, mais en restant d'un point de vue local et en montrant un Costa Rica pur, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, pas touristique, pas pas... touristique, parce qu'il y a quand même quelques endroits qui sont vachement touristiques. Hmm. Il y a notamment le nord du pays qui est très américanisé. Tous les Américains vont là-bas en vacances. Il y a une ville où on parle carrément que anglais, les prix sont en dollars. Il y a des endroits très sympas. On voit les super couchers de soleil là-bas, mais bon, il y a des choses, enfin, vraiment différentes à voir. Et Bah, c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes de voyages hors tourisme, plus local, plus dans la vie de tous les jours des gens qu'avant. exactement. Et puis on a ce côté-là où on peut aller montrer voilà toutes ces petites plages qui sont pas connues, toutes ces petites rivières qui sont pas sur Instagram, enfin et plein de choses à Hmm. voir. Et on a aussi des contacts avec des indigènes. On a encore pas mal de tribus indigènes là-bas, donc des tribus qui datent de avant l'arrivée des Espagnols, qui ont réussi à garder certaines traditions et certaines cultures. Trop bien.
Et donc on a des contacts là-bas, surtout un qui peut nous emmener, qui peut créer des circuits là-bas, qui peut nous emmener visiter son Génial. village, voir comment il cultive le cacao, voir les cérémonies avec les chamans, voir quelles plantes médicinales ils utilisent, et vivre là-bas avec eux quelques jours. Enfin, et pour aller encore plus loin, on peut même été testé, approuvé, mais là c'est un circuit un peu plus sportif, on va dire. On peut aller dans un village qui est à 8-10 heures de marche dans les montagnes, où là on se retrouve avec vraiment une communauté qui est isolée, qui est là depuis des centaines d'années, peut-être des milliers quand même, depuis très longtemps. Et voilà, eux ils vivent, font leur feu, enfin c'est une sacrée immersion. Mais c'est vraiment ça que je cherche, moi, dans les voyages, c'est rencontrer les vrais gens. Ah ouais, c'est fort. Ouais, s'imprégner vraiment, en fait, de leur culture, de leur façon de voir. Mais c'est vrai que c'est Ah ouais, ouais. difficile de trouver ça quand on voyage soi, à moins de faire les bonnes rencontres. Mais ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Puis le Costa Rica, c'est quand même quelque chose, c'est un pays qui est quand même connu. Hmm. J'ai fait un volontariat dans un bout de jungle avec une autre tribu indigène pour aider à construire une petite abri pour les futurs touristes qui allaient venir. Ils essayent de développer un peu le tourisme là-bas. Et waouh, la personne nous avait emmené dans un bout de jungle primaire, quoi. On s'est baigné dans une rivière avec autour des arbres qui ont je sais pas combien de centaines d'années. Enfin, c'était Hmm. bon, c'est l'eau la plus pure du monde, quoi. C'est dingue. Là, tu le vends bien, hein. Je Ah pense ouais, que ouais, j'ai... c'est quoi ton site? C'est où qu'on s'inscrit? Tiens, d'ailleurs, t'as une idée du budget? Enfin, j'imagine que oui, mais si t'as une fourchette à peu près pour ceux qui écoutent. Alors, on a un gros premier voyage qui va partir là en janvier. Hmm. Donc là, c'était un voyage de groupe pour 8 personnes et je leur ai chiffré un 4 000 € maximum, tout compris avec la... Avec l'avion? Ouais, elles ont pu acheter leur avion il y a eu une promotion sur les avions, donc on a même eu des billets d'avion moins chers que ce que Hmm. j'imaginais. Donc a priori, ça va être un peu moins de 4 000 € par personne Ouais. pour 15 jours. En comptant dans ces 4 000 € les activités, la nourriture, les hébergements, Ouais, tout inclus, quoi. tout inclus. Ok. Après, en fait, tout dépend des gens, comment ils partent, si c'est une Hmm. famille, si c'est un groupe ou pas, parce que c'est surtout les hébergements en fait qui vont jouer. Ouais. Parce que pour le coup, ça reste vraiment des voyages sur mesure aussi. Si les gens ont envie d'aller que dans des hôtels Hmm. écologes, des choses, Ouais. voilà, on va le faire, mais du coup, forcément, le prix Hmm. montera un peu. Là, on est plus pour le voyage qu'on a préparé, on est plus dans des maisons très sympas, parce que du coup, c'est des maisons pour beaucoup de personnes. Mais un peu plus dans la vie locale, quoi, un peu plus dans les villages ou des choses comme ça. Et les personnes solo aussi, tu fais? Oui, bien sûr. Trop bien. Puis l'idée, c'est de faciliter. En fait, c'est faciliter le Costa Rica parce que, Hmm. bah, je sais que quand on part, on parle pas forcément espagnol, on sait pas forcément où aller, on regarde pas mal de vidéos, mais finalement, Ouais. on se perd un peu dans tout ce qu'on voit et puis comment définir le bon trajet, surtout que là-bas, les trajets en voiture peuvent être assez longs. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais ça peut vite prendre beaucoup de temps. Donc, Super. Et donc, ton autre activité, c'est l'écriture, le copywriting. exactement. Bon, c'est l'écriture en général. J'écris depuis toujours. J'ai écrit, donc j'en ai écrit 2 comme ça qui ont été auto-édités sous pseudo et le troisième, je vais bientôt le faire, l'auto-édité. Hmm. Mais celui-là, ce sera mon nom. D'accord. D'ailleurs, celui-là parle du Costa Rica. C'est l'histoire d'un volontariat au Costa Rica pour aider justement les indigènes. Ça s'est inspiré du volontariat que j'ai fait. Sauf que, à la différence que l'indigène, cette fois-ci, n'est pas aussi franc qu'il l'a dit et il entourloupe un peu les volontaires. D'accord. Donc voilà, ouais, j'ai écrit ces romans. Pour la petite anecdote quand même, je suis trop fier pour ne pas le dire. J'ai peu de lecteurs, mais parmi mes lectrices, il y a Amélie Nothomb, Ah, qui en a validé 2 sur 3. dis donc. Voilà, plutôt, Bien. Bah oui, tu peux le dire. Tu peux c'est le plutôt clamer chouette. même. Ah ouais, Il faut quand être fier même. de soi. Il faut. Bravo. Mais bon, malgré tout, c'est pas très évident encore de vivre de romans. Ouais, non. Donc j'ai réfléchi à comment mettre mon écriture à un autre service et je me suis orienté vers le métier de rédacteur. Et au fur et à mesure de mes rencontres, de mes clients, des contrats que je pouvais avoir, je me suis encore plus orienté vers spécialement la newsletter Hmm. et les contenus immersifs, narratifs. J'aime bien dire des contenus incarnés qui vont vraiment porter la voix de mes clients. Et quand t'écris pour les autres, t'écris pour convaincre, pour toucher, pour un peu des deux? Qu'est-ce que l'intention derrière?
Alors au début, j'écrivais vraiment pour écrire, et puis je me suis rendu compte que, je parle du tout début hein, de l'écriture, hein, pas forcément des newsletters, mais bon, j'écrivais vraiment pour moi au début, et puis je me suis rendu compte que dans mes écritures, je mettais beaucoup de ce qui m'importait vraiment dans la vie, et c'est vraiment vivre ses rêves et essayer d'atteindre ce dont on a toujours rêvé. Et j'ai envie d'inciter les gens à ça aussi. Du coup, l'écriture, elle est vraiment, finalement, elle est axée là-dessus, à tout vouloir élever l'autre, vouloir lui donner envie de vivre sa vie à fond, de profiter, d'accepter aussi si ça va pas. C'est basé sur les émotions, ouais, beaucoup sur les émotions et c'est une écriture assez réaliste finalement. Ouais. J'aime beaucoup ouais, je suis beaucoup dans le réel et dans exprimer le réel à travers les émotions en fait. Et quand t'écris pour quelqu'un, ça va être plus quoi dans ces cas-là? Eh ben, ça va être amener les lecteurs de mes clients à ressentir vraiment ce que la personne peut leur apporter. C'est aussi créer du lien avec entre mes lecteurs et mes clients. Enfin, je travaille avec des gens qui ont besoin de créer du lien pour leur activité. Globalement, je pense que la plupart des gens ont besoin de créer du lien, encore plus maintenant. Enfin, même les marques et tout, elles ont tout intérêt à recréer du lien humain parce Alors, que j'ai envie de dire, les marques, elles ont intérêt. Mais il y a une différence oui, entre l'intérêt et le l'envie. vouloir. Tu Oui, vois ce oui. que je veux dire? Non, pour l'instant, elles en ont pas envie, mais on sait qu'elles ont intérêt. Voilà, Et c'est ça. et nous, à notre échelle de solopreneurs, d'entrepreneurs, on a, je pense, beaucoup besoin de créer ce lien parce que Bah, envie aussi, je pense. Au-delà du côté marketing, enfin, après, bon, le métier que je fais, il faut forcément que j'aime l'humain. Donc mhm, voilà, il y a ce côté envie de créer du lien, envie de connaître l'autre, bah, j'ai un peu le même objectif que toi, c'est-à-dire que de pas se dire que quelque chose est impossible et savoir comment l'atteindre, en fait, comment y arriver. Et si quelque chose nous tient vraiment à cœur, je trouve ça tellement triste de mettre de côté parce qu'on pense que c'est pas possible. Et ça, c'est une de mes missions, en fait, pour moi, qui est important parce que, voilà, il y a rien de pire qu'arriver à 80 ans et de se dire, merde, j'aurais voulu faire ça et je m'en suis pas donné les moyens, ou j'ai cru que je pouvais pas, mais peut-être que j'aurais pu, tu vois. c'est ce que je me dis aussi. C'est vraiment pas envie d'en arriver là. C'est même si vraiment, enfin voilà, je juge pas du tout les gens qui n'arrivent pas à sortir Bah de non. ça et parce qu'il y a beaucoup de peur, parce que, enfin voilà, on est aussi dans un monde qui nous incite pas spécialement à aller dans des chemins qui paraissent pas évidents. Mm. Mais je pense que c'est vraiment important de le faire, sinon, comme tu dis, on se retrouve avec des regrets ou avec des j'aurais pu et c'est un peu dommage. Et puis en dehors de ça, même sans attendre ce stage-là, je vois les périodes où j'avais par exemple un travail, bah, du coup, c'est alimentaire, pour pouvoir écrire à d'autres moments. Mais bon, forcément, dans ces périodes, il y a des moments où on n'écrit pas, ou enfin, voilà. C'était, enfin, bah, il y a le week-end, puis le jour où il faut reprendre le travail, c'est dur. Et ça me rappelait à l'école, où bah, le lundi matin, c'était dur, parce que j'avais pas Mm. envie d'aller à l'école. Bah non, je veux pas vivre toute ma vie comme ça, en attendant le week-end et en n'étant pas content le lundi, quoi. Enfin, Bah, c'est vrai que pour moi, c'est oui, un déclencheur de se dire, il faut que quelque chose change, en fait. Quand tu as la boule au ventre le dimanche soir et que le lundi, tu fais la gueule, t'as pas envie, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est vrai que souvent, on se dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ou oui, mais c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. Alors que non. ouais. Et puis il y a cette, comme tu dis, voilà, on se sent mal le dimanche soir, il y a cette boule au ventre et tout ça. Et enfin, je trouve qu'il y a un problème aussi, c'est on veut changer ça, mais on veut que ce soit tout de suite. Mm. Et c'est vachement dur d'accepter. Je trouve que finalement, ça va prendre du temps à changer et que même une fois qu'on a entamé le changement, bah, tout Mm. ne change pas tout de suite et il faut prendre du temps avant que ça se passe bien. Mm. C'est ça, c'est le fait que ça soit pas, ça se concrétise pas tout de suite. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, dans les changements. Ou en Mhm. tout cas dans l'idée du changement, c'est de se dire oui, mais ça va prendre du temps et je vais pas passer d'un état à un autre directement. Mhm. Ouais, faut pouvoir accepter le temps, enfin la durée, Mm. beaucoup d'acceptation pour faire d'avant un changement. Faut accepter l'état dans lequel on est, faut accepter que ça prenne du temps pour changer. Ouais, c'est vrai que c'est la première étape. Et c'est pour ça que je dis que là, moi, je juge personne parce que chacun, avec son histoire, son environnement, ses habitudes, sa façon de penser, Bah oui. c'est là où on ne peut pas prédire, on peut pas. Non, non, je pense que chacun a une temporalité différente et pour certains, ça sera jamais. Pour certains, ça va être à 50 ans, d'autres à 40. Mhm.
Et puis voilà, c'est sûr que oui, on peut pas forcer quelqu'un à se dire s'il est pas prêt, il est pas prêt de toute façon. Mhm. Et pour en revenir à l'écriture, toi, tu dirais que c'est pour toi plutôt une... Alors, tu vas me dire que c'est les deux, mais plutôt pro ou plus intime si tu devais vraiment choisir ou en tout cas plus placer le curseur vers l'un ou vers l'autre. Quand t'écris pour quelqu'un. C'est quand même plus intime que pro. Mm. C'est, enfin, j'ai appris le copywriting, j'ai appris ce qu'il faut mettre, je sais les choses importantes et je les utilise, mais en fait, la newsletter, c'est un espace de liberté. Mm. Bon, je pense que c'est pour ça que ça me va bien, parce que moi, je me sentais un peu restreint par les autres formats. Et la newsletter, je me suis rendu compte qu'on pouvait y mettre un peu ce qu'on voulait, on pouvait Mm. donner la forme qu'on voulait. Et ça, c'est fort, parce qu'on peut du coup mettre vraiment l'intime au service du professionnel et de plein de manières différentes, parce que quand on dit l'intime, on pense forcément à raconter sa vie ou raconter par quoi on est passé pour pouvoir montrer aux autres que on est passé par là. Mais il y a plein d'autres moyens de le faire sans forcément se dévoiler complètement. Non, mais c'est vrai qu'on sent ce côté intime dans ton écriture. Mhm. Enfin, surtout dans tes posts ou après les newsletters, j'en ai vu que une ou deux, mais mais même dans tes posts, on sent ce côté. T'inspires confiance, c'est sûr. C'est Merci. sûr. Et tu penses qu'on peut apprendre à écrire comme on, comme on apprend à marcher? Ou il faut déjà avoir un truc en plus? Je suis persuadé que tout le monde peut écrire. C'est une question de temps. Sans doute, bon, la lecture, ça aide beaucoup, je Mm, pense. J'ai beaucoup lu quand j'étais petit. Et je pense que inconsciemment, ça m'a imprégné de tournure de phrases, de façon d'écrire, mm. ça c'est, Est-ce que tu lisais du Amélie Nothomb? quand j'étais petit, non, moi je lisais beaucoup. C'est marrant parce que on pourrait croire que, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait croire, mais moi je lisais beaucoup de BD. Ah ouais? Bah tu vois, j'aurais pas cru. Pas un moment, ouais, tu vois. Mais moi, enfin, j'ai les Lucky Luke, les Tintins, les Astérix, Mm, c'était, les trucs principaux. Et après, j'ai quand même lu pas mal de romans, mais plutôt vraiment quand j'étais jeune. Après, il y a eu une grande période où j'ai pas lu, où ça a dû peut-être s'incuber. ouais, Et quand je me suis remis à beaucoup écrire, là, je me suis remis à lire des choses différentes. ouais, Mais non, je pense que avec le temps et avec l'envie, en fait, tout le monde peut développer son ouais. écriture et apprendre à écrire. Mais c'est comme par exemple la vidéo, je pense que tout le monde peut faire des vidéos, se montrer par exemple sur Instagram. Mm, Moi, pour l'instant, je suis incapable de le faire. J'ai beaucoup de mal à faire un bon montage, j'ai beaucoup de mal à faire des trucs qui sont un peu voilà. Mais je sais que ça s'apprend, mais il mm. faut le temps, il faut l'envie. Puis il faut réussir à se détacher de quelque chose. C'est marrant, j'arrive pas trop à le faire avec une caméra, mais en écriture, j'ai pas trop de mal à ça. J'arrive beaucoup à lâcher prise. Et quand je dis lâcher prise, ça veut dire écrire sans penser à ce que l'autre va penser. Mm. Pourtant, c'est très intime l'écriture. Mhm. Mais c'est pour ça, je pense que plus on arrive à lâcher ce côté de ce que l'autre va penser, plus on arrive à rentrer dans l'intimité. Mm. Mais il faut vraiment réussir à lâcher ça jusqu'au bout parce qu'il y a ce moment où on va aussi le publier qui est où là ça nous appartient plus et donc il faut réussir à assumer cette posture d'intime jusqu'au bout. Après quand je parle d'intime, je parle vraiment d'émotion, hein. Je parle pas d'événements, choses comme ça. Moi je tombe beaucoup sur des posts où on met en scène une dépression, un burn-out. Enfin, où on le met en scène, quoi. C'est pas, on en parle, on dit qu'on est Ouais. passé par là, il y a aucun souci. Enfin, c'est important aussi, mais de le mettre en scène ou de mettre, enfin, De l'utiliser, quoi. ouais, enfin, j'ai vu la mort de chez un compagnon ou je sais pas quoi. Non, un accident, il se retrouve à l'hôpital et ben ça fait un post LinkedIn alors que on a l'impression que ça vient d'arriver, mais on en tire une bullet point. Et je trouve ça, moi ça me dérange. C'est l'instrumentalisation, en fait. Ouais, c'est trop. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me dérange. Il y a un côté, je trouve ça malaisant en fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a moyen d'en parler, mais soit t'en parles, soit tu fais un post un peu marketing, mais tu fais pas les deux en même temps parce qu'à la fin l'idée rendue, c'est quand même. Ouais. Mais je vois de quel poste tu parles. Enfin, j'ai survolé, mais j'ai pas... Bref. Et toi, quand t'accompagnes les indépendants, est-ce que tu sens que c'est l'écriture en elle-même qui bloque ou ça va plutôt être ce que ça implique, c'est-à-dire d'être visible, d'être lu et forcément d'être jugé aussi peut-être? Les gens alors ont des blocages sur l'écriture parce que soit ils aiment pas faire ça, soit ils ont pas envie, soit ils ont pas le temps. Et sur la newsletter en elle-même, souvent on a peur que ce soit pas lu. On a peur de faire ça pour rien et de beaucoup s'y donner, enfin, de se donner du mal pour peu de résultats.
Mais pareil, il y a le côté immédiat qu'il faut réussir à sortir un peu de la tête, puisque voilà, la newsletter, c'est pas quelque chose qui existe pour vendre beaucoup à un seul numéro. C'est un lien qui se crée dans le temps, c'est une vraie relation, plus qu'une pub. Et donc oui, c'est vrai que ça peut parfois prendre un peu de temps avant d'avoir des résultats concrets. Quand je dis concret, c'est des ventes pures et dures, mais il y a beaucoup de résultats avant qui vont être du lien, des réponses. Euh, C'est dur d'avoir des réponses à ces newsletters, je trouve. ouais, c'est... Les gens, ils osent pas écrire. Non, les gens n'osent pas Et je répondre. suis la première à le faire, hein. Des fois, je reçois des newsletters, j'ai envie de répondre, mais je me dis, je sais pas pourquoi, hein. Je me dis, Mhm. ouais, non, je vais pas, tant pis. Mais même si t'as pas été écrire ce commentaire, ou même si t'as pas répondu, finalement, ça a créé quelque chose en toi, parce que ça a créé une envie, ça a créé quelque chose. Ouais. Et derrière, tu te souviens de la personne aussi encore plus. Tu te souviens de ce qu'elle Mm. propose. Et je dis beaucoup à mes clients, la newsletter, c'est un outil parmi le canal d'acquisition, et c'est un peu aussi comme les posts, la régularité des posts. À la fin, les gens, quand ils vont avoir besoin de leur service, bah, la personne que j'accompagne va apparaître comme évidente. Ouais. Et tu ferais la différence entre un texte bien écrit, je veux dire au sens pro, marketing, tu vois, enfin, genre dans les codes, et un texte qui va plus toucher les gens, plus leur parler. Enfin, est-ce que c'est forcément séparé? Est-ce que c'est forcément les deux ensemble? Je crois qu'on peut tout faire. Si je prends un vrai exemple, une cliente que j'accompagne, elle est vraiment peu présente sur les réseaux. Elle est sur LinkedIn, mais elle poste pas grand-chose, elle n'est pas très active. Et finalement, l'un de ses seuls canaux de communication, c'est la newsletter. Donc, bien que je fasse des textes portés sur les émotions avant tout, je mets quand même des appels à l'action, parce que il faut bien, l'idée aussi de la newsletter, c'est que les gens soient attirés par son service. Donc, je rajoute des éléments marketing, mais qui sont pas, faut faire ça subtilement, parce que Ouais. évidemment, si on raconte tout un texte et que d'un coup, bam, inscrivez-vous, ou un truc pro, purement marketing, Ouais. ça casse tout l'effet de l'histoire d'avant. Mais il faut quand même avoir ces codes Mais pour il faut quand même, réussir. C'est pas mon domaine d'excellence, clairement. Mais voilà, c'est pas facile de vouloir créer du lien et en même temps de dire pas trop maladroitement si t'as besoin, je suis là. C'est vraiment Bah, pas facile, hein. c'est une posture qu'il faut assumer. J'aime quand même penser que je prends vraiment pas les gens pour des cons. Et je me dis qu'à partir du moment où on propose un service, on propose une newsletter, les gens savent évidemment que la newsletter, elle a aussi un but qui est d'attirer vers le service. Et donc, les gens le savent, enfin les gens s'en doutent, tout du moins. Et puis nous, il faut aussi l'assumer de notre côté avec nos newsletters. Pourquoi pas en disant les termes dès le début, en ajoutant des appels à l'action, voilà, comme je l'ai dit, qui sont bien faits, qui sont subtils. Mais voilà, si la posture, elle est assumée du début à la fin. Oui, je fais une newsletter, oui, je crée du lien, et oui, c'est un vrai lien qui est sincère. C'est évidemment pas juste pour vendre, parce que, comme tu dis, dans ton métier, toi, par exemple, tu dois aimer l'humain, et je travaille principalement avec des gens qui aiment l'humain et qui travaillent pour les autres, et qui proposent des choses belles. Et donc, l'humain est là depuis le début, donc la relation de confiance, elle est sincère, tout est sincère, et comme la vente, elle est sincère. Ouais. Les gens avec qui ils travaillent, c'est pas des gens qui ont un boulot qui les embête, qui ont un boulot qu'ils aiment pas. Ils ont souvent une vision qu'ils veulent partager aux gens, ils veulent élever les gens, pour aider les gens à se transformer et à aller de l'avant et tout ça. Et ça, c'est quand même des belles choses. Donc, Dernière question sur le sujet. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi en écrivant régulièrement comme tu le fais? waouh. Parce que c'est thérapeutique l'écriture, hein, on va pas Ouais, c'est carrément se thérapeutique. mentir. Et c'est vrai que ça permet de poser des mots sur des choses qui sont pas forcément claires dans notre tête. Ça permet d'avoir du recul. Mhm. Moi, c'est presque une façon de méditer. Ça me concentre de fou. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc. Ouais, c'est ton état de flow, quoi. Ouais, mon attention, elle est là. Ça et la conduite, c'est marrant. La conduite, c'est pareil. Mais ouais, ça me plonge dans un calme, quoi. Là, le dernier livre que je l'ai écrit, je travaillais encore, dans un hôtel en 39 heures par semaine, et tous les matins, je me levais, du coup, beaucoup plus tôt, et j'écrivais avant de partir. C'était génial. Ça me mettait dans un super état avant d'arriver au travail. Le soir, je rentrais, je réécrivais, et du coup, ça rendait cette journée de travail qui était alimentaire,
très très tranquille parce que dans ma tête j'étais juste focus sur ça. Et pour en revenir à toi, t'as voyagé, t'as changé de métier plusieurs fois, mais qu'est-ce qui est resté pareil chez toi, on va dire, depuis le début? En fait, je me suis mis à écrire, on va dire, enfin, j'ai écrit quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, je commençais à écrire une histoire avec un héros qui avait le nom de mon chien. Et... Enfin voilà, c'est un truc tout bateau. Après, pendant longtemps, j'ai pas écrit. En fait, je me suis remis à écrire parce que je commençais à chanter dans un groupe. Du coup, j'ai écrit des paroles de chansons. Après, je me suis mis à écrire des poésies. Et puis, petit à petit, le format s'est allongé. Et en fait, je crois qu'écrire, ça m'a reconnecté assez tôt, finalement, à l'enfant à l'intérieur en moi. Et du coup, ça me lâche pas. Il y a des périodes où j'écris pas, je pense que je le sens, il y a un truc qui est pas là. Et du coup, ça m'a gardé une certaine innocence, je pense, une certaine naïveté parfois sur le monde. Mais c'est souvent, tu sais, les gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui ont besoin de trouver une direction, on leur demande souvent de penser à ce qu'ils aimaient quand ils étaient petits, avant d'être formatés par la société. Et c'est un peu ce que tu dis là, en fait. Ce qui était là à l'origine, toi, tu l'as gardé, puis quand tu l'as perdu, tu l'as retrouvé, tu l'as récupéré. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est qu'est-ce que, d'écouter les autres, avant de faire ce qu'on me disait de faire, qu'est-ce que j'aimais, moi? Qu'est-ce qui me faisait du bien? Pourquoi j'étais douée? Et c'est vrai que c'est bien que tu l'aies suivi. Mais c'est un chemin parce que, enfin, voilà, du coup, ça implique, quand je me rends compte des choix que j'ai pu faire, voilà, enfin, j'ai commencé 3 licences différentes. À la fin, j'ai juste validé 2 années, et encore, j'ai validé une année, j'ai fait un début d'autre licence, je suis revenu dans la licence, j'ai fait une deuxième année, enfin, des trucs, voilà, j'ai bougé beaucoup, je pense que je suis dans mon 11e appartement, là, mais parce que je fais des choix de vie un peu poussés vers la liberté, vers ce que j'ai envie, vers ce qui me pousse, mais voilà, il y a aussi parfois un revers de la médaille, ou parfois, voilà, dans les moments où ça va un peu moins bien, on regarde ce que les gens font autour, on voit les amis où ils en sont, on se dit mince, après on se dit bah oui, mais bon, c'est vrai que moi c'était pas ce que je voulais forcément, mais voilà, on grandit aussi, on vieillit, et voilà, je vais avoir 30 ans dans quelques jours, et de temps en temps j'y pense, je me dis, ah, dis donc, ouais, où j'en suis là en ce moment, Et justement, est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ouais, je me sens à ma place, je suis toujours ce que je disais tout à l'heure, c'était pas pour donner des leçons, mais quand je parlais de accepter le temps, c'est que j'ai encore parfois du mal à ça, et j'ai parfois du mal à me dire, j'en suis que là, à 30 ans. On me répond souvent, ouais, mais bon, t'as écrit des livres, des trucs, et Tu voudrais en être où? euh, moi j'aurais beaucoup aimé être édité, déjà, et j'aimerais, ouais, je sais pas, j'aimerais que les choses aillent un peu plus vite maintenant, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Le dernier, par exemple, ça fait 1 an qu'il est fini, je crois, presque 2 ans. Et il est envoyé du coup, à Amélie Nothomb, parce que on échange assez régulièrement. Et elle m'a répondu, ah là là, encore mieux que le livre d'avant, j'ai beaucoup aimé, je le donne à mon éditeur. Et moi, en plus de ça, je l'ai envoyé à d'autres éditeurs. Hein. Donc, j'avoue que j'y croyais pas mal, j'étais assez confiant, et puis finalement, ça s'est pas fait. Et les autres éditeurs non plus. Et voilà, je suis assez confronté à ça. T'as plus de chances de finir footballeur professionnel qui gagne très très bien sa vie que écrivain, que de vivre vraiment de la publication de romans, quoi. Bah, disons que l'avantage des maisons d'édition, c'est que tu as beaucoup de communication, mais en même temps, tu gagnes vachement moins sur un bouquin. Ouais, apparemment. Et c'est vrai que moi, les livres que j'ai pu auto-éditer avant, je n'ai jamais trop fait la promotion. Ouais. L'idée était surtout de les écrire à la base, de les sortir, de les rendre dispo. Et puis voilà, ça a fait son chemin. C'est pas une idée que j'abandonne, mais voilà, faut aussi d'autres plans, d'autres. Mais j'ai envie de dire, t'as que 30 ans. Et ce que je veux dire, c'est que t'as encore plein de choses à faire. C'est ça qui est bien aussi. T'as plein d'objectifs. Ouais. Et c'est bien. Oui, c'est très bien. Mais bon, c'est ça, hein, il y a des jours où t'as de bonne humeur et tu te dis, ah, c'est cool et tout, puis il y a des jours où ça va un peu moins bien et tu te dis juste, mais quand est-ce que ça va arriver? Enfin, ouais, je sais que mon rêve, c'est de piloter, d'avoir un petit avion et de pouvoir j'ai déjà piloté 2 fois un avion et c'était la meilleure sensation de ma vie. Donc, c'est vraiment un objectif que de passer la licence et d'avoir un avion, mais c'est un truc qui coûte hyper cher et Oui, c'est clair. voilà, donc voilà, ça c'est pareil, c'est un objectif qui prend du temps. Il n'y a plus qu'à. Mais bon, c'est bien aussi, c'est important de se rendre compte de ça, c'est important
c'est aussi en acceptant que les choses prennent du temps qu'on peut profiter de ce qui se passe sur le chemin, parce que c'est ça. Et puis profiter aussi de ce qu'il y a maintenant. ouais, oui, parce que tout ça fait partie pas du chemin. Enfin, ouais, je suis vraiment convaincu que le bonheur, même la liberté, c'est vraiment pas pendant longtemps, je l'ai vu comme ça. C'est un objectif, c'est un truc à atteindre. C'est pas un état fixe. Mais voilà, c'est pas un état fixe. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on se pourrit la vie, parce que si on le voit que comme un objectif, ben on profite pas du tout de ce... On voit pas quand il est là, en fait. Non. Ouais. Et finalement, la liberté, elle est dans les choix de chaque jour. Le bonheur, pareil. Enfin, je veux dire, par exemple, là, c'est vrai que je lance mon activité. Enfin, ça fait une grosse année que je suis rédacteur. Les newsletters, la niche des newsletters, je l'ai vraiment débuté Oui, il n'y a pas si longtemps. il y a pas si longtemps. Et c'est et comment je pourrais le voir en me disant, c'est que quand j'aurai un certain nombre de clients et que je serai vraiment libre. Mais en attendant, je suis déjà libre là parce que j'ai fait le choix d'arrêter mon travail, j'ai fait le choix de me mettre à mon compte, j'ai fait le choix de me lancer là-dedans. Et voilà, même les jours où finalement c'est un peu dur parce que ah bah zut, cette personne-là elle a pas concrétisé, voilà, je sais pas, qui contacter, ben c'est pas grave parce que je suis libre en le faisant, ça c'est chouette. C'est bien, je me le rappelle à moi-même en te le disant. Voilà, c'est chouette. Non mais c'est ça, voir ce qui est là en fait. C'est quelque chose parfois on est tellement fixé sur le futur, sur les objectifs, sur les rêves qu'on voit pas ce qui est là et ce sur quoi on a déjà avancé en fait. On voit pas le chemin parcouru. C'est clair. On oublie très vite ce parcours qu'on est passé, je trouve. Et c'est bien de se le rappeler. Ouais. Et je pense que la méditation, moi, elle m'aide un peu là-dessus. En fait, à partir du moment où tu te mets dans un état où tu te dis, ok, je laisse mes pensées passer, je m'y accroche pas, mais que tu t'accroches à une pensée. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu t'es accroché à cette pensée, bah là, t'es en train de méditer. Parce que ce chemin-là, tu te dis, ok, donc je reviens à ma respiration, et 2 secondes après, je suis déjà en train de penser à autre chose. Mais 10 secondes après, j'en prends conscience, et je suis en train de méditer parce que ce qui m'aide beaucoup, c'est la régularité, en fait. Là, par exemple, j'avoue, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas pratiqué, mais je vais forcément y revenir et au bout d'un moment, je vais m'y remettre et ça va être, et chaque matin, j'essaye de faire, même 10 minutes, c'est tout, 10 minutes chaque matin et ça suffit. Mais après, il y a plein de façons de pouvoir s'y mettre et d'arriver à avoir une régularité. Et justement, enfin, faut pas se fixer d'objectif, faut pas se fixer à tiens, il faut absolument que je médite tant de temps, il faut absolument que j'arrive à ça. Non, 5 minutes par jour, c'est déjà hyper bien. C'est juste revenir un peu à soi, remettre un peu de conscience dans le quotidien. Moi, j'ai fait un stage de MBSR et justement depuis ce stage, je repère vachement mieux. J'arrive vachement plus à me dire là, ça fait un bout de temps que j'ai pas médité ou faut que je m'y remette. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet dont tu aurais voulu parler ou une chose que tu aurais voulu dire, peut-être qu'on n'a pas encore abordé? Je pensais tout à l'heure à l'écriture que tu me demandais ce qu'elle m'apportait aussi. Ce qu'elle peut apporter, pour moi, c'est aussi une libération des frustrations parce que depuis toujours, je regarde c'est marrant parce que ça m'a pas lâché. Je me dis, j'ai grandi, mais je suis toujours comme ça. Je regarde des films, je regarde des trucs et je me dis souvent, on peut avoir plein de vies en fait. Il y a plein de choses qui sont possibles dans le monde. Mais on peut pas dans une même, on peut, mais évidemment c'est compliqué. Enfin, je veux dire, on peut pas être, j'en sais rien, joueur de foot, on peut pas être pilote de Formule 1 en même temps, agent secret ou avoir une grande carrière dans le business. Enfin, j'en sais rien. À un moment donné, il faut faire des choix. Et je trouve que l'écriture, ça permet de se libérer de ça et de vivre des millions de vies. C'est vrai. Et de se mettre dans n'importe quelle peau et d'expérimenter plein de trucs finalement sans la lecture apporte déjà ça, je trouve. Oui, la lecture. Mais l'écriture c'est parce que forcément même si on écrit et qu'on dit mon personnage principal s'appelle Michel, dans Michel il y a beaucoup de nous hein. Oui, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, c'est une question que je me pose toujours pour les scénaristes de films complètement, enfin tu vois, il y a des films hyper violents, je me dis mais d'où ça leur sort dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête pour sortir des trucs comme ça, tu vois? Je me dis, parce que j'ai cette idée qu'il y a une part de soi dans ce qu'on écrit. Et je me dis, mais genre, c'est un exutoire ou... tu vois, parce qu'il y a des fois des trucs, tu vois, des films, tu te dis, mais d'où ça leur sort, quoi? Tu vois, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est aller à fond dans le lâcher prise dans l'écriture. Parce que en fait on va comme tu dis des trucs de fou, des trucs horribles ou des choses comme ça, je pense que on a tous des pensées de choses plus ou moins dures, plus ou moins violentes, plus ou moins horribles, on a tous à un moment donné
celui-là, je pars en voiture, enfin bref, on s'imagine aller se battre ou j'en sais rien. Ouais. Et je pense que dans l'écriture, on peut s'autoriser à aller le faire parce que Mm. il y aura pas de victime, il y aura pas de, et même sans s'autoriser vraiment, on peut juste aller, même les pensées qui nous font peur, les pensées qui nous dérangent, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus, même en méditation ou avec des psys et tout ça. Nos pensées finalement nous appartiennent pas tellement, elles passent, on s'y accroche parce que le cerveau il fait ça, mais Mm. il y a beaucoup de pensées qui viennent de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on entend, du Mm. monde, enfin voilà. Et, donc aller oser voir ce qui peut nous déranger ou ce qui peut nous faire peur et tout ça, ça peut créer après des histoires comme ça. Ouais. Et au lieu de faire un tueur en série, ça fait un bon film, quoi. Je préfère le film du coup, même si le Exactement. film peut aussi donner des idées à d'autres. Mais bon, Ouais, ça c'est encore un autre sujet. c'est clair. Ok. Bon, on arrive à la fin. Si quelqu'un veut se lancer dans l'écriture, mais qu'il n'ose pas parce il a peur de pas savoir, de pas être intéressant, voilà, tu lui dirais quoi? De commencer à écrire déjà tout court, juste d'oser prendre un carnet et un crayon, d'écrire pour soi. Mhm. Moi, mes livres, je les écris d'abord à la main. Après, je les retape. C'est une différence avec mes posts LinkedIn, par exemple, que j'écris directement sur ordinateur. Mais si j'écris un livre, l'intention, elle est de me lâcher complètement. Et je trouve que là, par là, ça passe. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup l'écriture manuscrite. Je pense que je dirais ça, d'abord écrire pour soi dans un carnet avec un crayon, de surtout pas s'auto-censurer, de pas vouloir se corriger à tout prix, de pas vouloir chercher la super tournure de phrase. Tout ça, ça peut se faire après, tout ça, ça peut se corriger. Et puis même ça peut ne pas se corriger, c'est le relire beaucoup plus Mhm. tard. Et petit à petit, si après on veut écrire, c'est par exemple quelqu'un qui a besoin de se lancer sur LinkedIn ou qui a besoin de se mettre à écrire pour se faire connaître ou voilà, là c'est pareil, c'est oser une première fois publier et puis Mhm. se détacher Des peurs. des peurs, ouais, des peurs avant tout, parce que c'est la peur qui fait, on va s'imaginer les gens, ils vont penser ci, ils vont penser ça. Mhm. Alors que les gens, soit ça leur plaît, soit ça provoque quelque chose en eux. Et là, ben, il peut y avoir des discussions, mais dans tous les cas, on n'est pas responsable de la façon dont les gens reçoivent ce qu'on dit. Exactement. Exactement. Et puis bien souvent, les gens reçoivent ce qu'on dit en fonction de leur propre état, leur propre peur et tout ça, C'est et ça. ça vient juste refléter quelque chose, quoi. Donc, Ouais. ce que je me dis souvent, enfin, c'est pareil, hein, quand on, quand on dit aux gens, hey, c'est ce que je suis passé par là, à dire à des gens, ah ben non, moi j'ai arrêté les études parce que je vais écrire des livres. La tête des gens en face et ce qu'on me répond, ouais, c'est assez, peut être assez dur ou ça peut être assez, Bah, enfin, c'est leur peur jugeant, après, hein. mais voilà, ça vient de leur Mm. peur et ça vient Ouais. eux n'oseraient peut-être pas le faire. Bah, de leur peur et de leur aussi vision de ce qui doit Voilà, être fait ou pas, dans quel ordre on fait les choses. c'est ça. Bon. Et s'il y avait un truc que t'as compris ces dernières années que t'aimerais transmettre, un dernier mot pour la fin, ça serait quoi? Même juste un mot. Le taoïsme. Ah. C'est vraiment, je trouve que ça résume l'idée d'aller vers ce à quoi on a envie, d'aller vers ce dont on rêve, tout en acceptant la réalité et sans forcer. Sans forcer, ça veut pas dire sans se donner tous les moyens et sans Hmm. continuer à faire quelque chose, mais sans forcer, sans se mettre dans des états. Ouais, sans se battre contre soi-même, quoi. Ouais, je pourrais très bien me dire, ok, non, moi je veux absolument juste être édité et juste écrire des livres. Et, et je dis pas que je suis pas passé par cette phase et que ça n'a pas été facile d'en sortir, mais en même temps, depuis que j'en suis sorti, je me rends bien compte que je peux pas forcer quelque chose qui, moi, je peux écrire autant de livres que je veux. La décision de méditer, elle m'appartient absolument pas. Elle répond à des tas d'autres facteurs que je ne contrôle pas. Puis c'est peut-être qu'il y a une raison, en fait. Enfin, je veux dire, Ouais, qu'il y a une raison, que c'est pas le moment et que rien n'arrive par hasard. Enfin, j'en ouais, discutais hier. ouais, je suis d'accord avec ça, mais et ça, c'est un côté un petit peu, voilà, comme on dit, les énergies, l'univers et tout ça. Je suis hyper d'accord avec ça, mais je veux dire concrètement aussi, comme tu dis, enfin, on n'est pas responsable des autres et je Mm. contrôle absolument pas Ouais. les facteurs, l'environnement, le monde, enfin, tout ce qui fait qu'on a tiens, envie de sortir ce livre, telle histoire à ce moment-là. Je contrôle pas ça, mais je pourrais forcer et me mettre dans un état mental où il y a que ça qui compte en fait. Mm. Et, euh, et bon, pour l'avoir vraiment expérimenté, d'être dans cet état mental où il y avait que ça qui comptait,
je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai réussi à T'as lâché prise. j'ai réussi à lâcher prise et que je force pas ça. Et je sais que ça m'empêche pas de continuer à écrire, ça m'empêche pas de continuer à écrire un livre. D'ailleurs, je me permets, mais Vas-y. j'écris un livre en ce moment avec tous ceux qui le veulent sur mon LinkedIn et sur Substack. J'écris un livre qui se passe au Costa Rica et qui se continue grâce aux idées que me donnent les abonnés en commentaire. Ça s'appelle La Nota. Ça s'appelle La Nota. Exactement. La Nota, tout court, c'est ça? Ouais. La Nota. Et voilà, voilà, je sais que je vais continuer à écrire, je sais que puis sans doute un jour peut-être ça viendra. Puis si ça vient pas, ce sera une autre manière, mais je suis juste bien à écrire, je suis bien et puis je suis content maintenant aussi d'être sorti aussi de moi-même juste et d'écrire mes livres moi tout seul et d'être maintenant de mettre mon écriture aussi au service des gens. C'est un autre travail, enfin c'est une autre façon de faire, un autre exercice. Ouais. Mais c'est aussi c'est tout aussi enrichissant, ça m'apprend beaucoup de choses. C'est chouette. J'imagine. Bon, et tu nous donnerais tes 2 livres déjà édités ou tu veux pas? Les 2 sont disponibles sur Amazon. Ouais. Et le premier s'appelle Hans, H-A-N-S. Le deuxième s'appelle La vie en bleu. Et l'auteur, du coup, c'est Bartholomé. B-A-R-T-H-O-L-O-M-E. Ok. Voilà. Et bon, le premier est un livre que j'ai écrit, du coup, à peu près à mes 19-20 ans. Le premier, c'est lequel? C'est Hans? C'est Hans, ouais. C'est un livre, on va dire, un peu plus de jeunesse. Le deuxième est un peu plus mature dans l'écriture. Et le troisième, du coup, à venir bientôt, faut juste que j'arrive à faire la mise en page. Et comme j'arrive pas à me servir d'InDesign, faut que je passe par quelque chose. Ça s'appelle Enfin la mer. Parce que ça se passe dans la jungle, donc évidemment, ils voient pas la mer. Bah oui, j'avais deviné un peu l'idée. Je te remercie pour ce moment très sympathique. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt.